On prend deux mecs qui ont tous les deux 10 000 $ et qui arrivent le 1er janvier 2023. Les deux veulent acheter un seul truc, du Bitcoin et rien d'autre. Par contre, ils ont deux stratégies assez différentes. Il y en a un qui va DCA tous les mois, il va investir la même somme le premier de chaque mois, un 12e sans se prendre la tête. Le deuxième, il a une stratégie qui est différente, il préfère racheter les corrections, et lui, il veut investir 2 000 $ à chaque fois qu'il y a une baisse d'au moins 10% sur Bitcoin. S'il a plus de sous à une nouvelle correction et que l'année n'est pas finie, tant pis, il a plus de sous. À votre avis, qui va être le plus rentable? Je me suis tapé les calculs, ChatGPT sait pas le faire, c'est terrible. Sur l'année 2023, le gars qui a DCA, il a un prix d'entrée sur Bitcoin de 27 500 $. Ah ouais, c'était le bear market. Et celui qui a racheté les corrections, il a un prix moyen de 24 600 $. En 2024, le DCA, c'est pour l'instant 58 500 $ de moyenne, sachant qu'il a fait la moitié pour l'instant et qu'il y a plus de chances que Bitcoin soit plus haut que ce prix en fin d'année, donc que son prix d'entrée moyen augmente. Et le gars qui a racheté les corrections, il a déjà épuisé tous ses 10 000 $ de l'année et il a 56 500 $ de prix moyen sur ses 5 achats. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces infos? Deux choses. Vous connaissez l'expression « less is more ». Le DCA boy est rentré 12 fois sur Bitcoin, le mec des corrections plus de 2 fois moins, seulement 5 fois par an, pourtant il a une meilleure rentabilité. Et c'est pas pour rien si la longueur de détention d'un actif, elle augmente de manière exponentielle les pourcentages de chances d'être en profit avec le temps. C'est parce qu'il n'y a juste pas besoin de prendre trop de positions. Le deuxième élément qu'on peut quand même prendre en compte, c'est que, c'est pas bien dur à voir, mais racheter les corrections, c'est extrêmement rentable. Les exemples de 2023 et 2024 sont très parlants, parce que ce sont deux années très différentes, et pourtant, la conclusion reste la même. Racheter du Bitcoin, quand il est redescendu à 52 000 la semaine dernière et le revendre à 60 000, c'est prendre 16% de rendement en 2 jours, soit 2 fois la moyenne annuelle du S&P 500 depuis 20 ans. Et en vrai, en voyant ça, on peut quand même se dire qu'on se trompe peut-être de bataille. On est tous là à essayer de sélectionner les meilleurs altcoins qui vont faire les meilleurs rendements, et c'est très bien. Mais j'ai refait un test en comparant le mec qui a racheté les corrections sur Bitcoin pendant toute l'année 2023 et un gars qui a DCA les altcoins tous les mois en prenant le Total 3, la charte de tous les altcoins hors Bitcoin et Ethereum. Le gars correction Bitcoin a une rentabilité de 150% actuellement, avec un Bitcoin à 60 000 $ et un prix d'achat moyen de 24 000 $, et une stratégie qui lui demande absolument rien. Très peu de temps, on peut même parler de 10-20 minutes par mois. Et le gars qui a acheté le Total 3, il a une rentabilité de 60%. Donc 2,5 fois plus basse. Et c'est là qu'on se demande s'il n'y a pas un truc qui cloche. On est nombreux à vouloir faire du stock picking et à se concentrer exclusivement là-dessus, trouver les bons altcoins qui vont surperformer le reste du marché. C'est une stratégie qui peut être payante, évidemment, mais quand on voit les datas d'au-dessus, ça veut quand même dire que sur 2023, si je fais un bag uniquement d'altcoin, je dois trouver un altcoin qui, en moyenne, surperformera de plus de 130% le Total 3, donc l'ensemble du marché des altcoins, pour ne serait-ce qu'égaler les performances du gars qui achète les corrections de 10% sur Bitcoin. C'est tout de même assez délicat. Il y a surtout une marge d'erreur beaucoup plus haute. L'idée, c'est pas de remettre en question l'achat des altcoins versus Bitcoin, c'est de mettre en lumière la puissance aberrante de l'achat des corrections sans vraiment se prendre la tête, contrairement à la difficulté de vouloir DCA des altcoins et à les choisir correctement. Avec ces chiffres, on se rend quand même bien compte à quel point racheter les dips est beaucoup plus puissant et pourquoi, rationnellement, on devrait se tourner vers cette direction. Mais du coup, pourquoi on ne le fait pas? Si c'est si évident. Eh ben parce que c'est très dur. Mentalement, racheter une correction veut dire aller à l'encontre de la pensée de l'ensemble des membres du marché et qu'on baigne un petit peu dans l'incertitude de faire un mauvais choix. À chaque correction, il y a un petit démon sur notre épaule qui nous chuchote que cette fois c'est la dernière et que c'est fini. C'est pour ça que la plupart des gens ne vont pas racheter les corrections, la plupart des gens vendent les corrections. Je sais que ça peut paraître assez abstrait pour nous parce qu'on passe du temps, mais gardez en tête que la plupart des gens vendent les corrections, ne les rachètent pas, parce que c'est quelque chose de mentalement très dur à gérer. Et je pense que nous sommes dans un écosystème qui non seulement est dur à gérer psychologiquement, mais qui en plus va construire des investisseurs un petit peu moins formés à la gestion des émotions. Parce qu'en général, tout le monde est plus jeune que la moyenne, donc moins expérimenté. Il y a tellement de bruit, tellement de nouvelles cryptos que c'est très compliqué de prendre le temps de se poser et de bosser un petit peu une stratégie de psychologie de l'investissement, de plan d'entrée, de plan de sortie et de gestion des émotions. Et donc tout le monde analyse et cherche un nouvel altcoin en espérant que cet altcoin compense, de par sa performance, les lacunes de gestion de crise dont on fait preuve. Pourquoi personne ne rachète proprement les corrections? Parce que c'est inconfortable. L'inconfort, c'est un état dans lequel une personne ressent une gêne, un léger mal-être ou une sensation désagréable physique ou psychologique. C'est exactement ce qui traverse tous les investisseurs dans différentes étapes de leur parcours. Et on va regarder pourquoi cette notion d'inconfort est aussi importante selon moi et comment elle peut nous rapporter énormément si on arrive à la dompter.
L'inconfort, c'est un cocktail de plein de biais psychologiques qui rentrent dans notre cerveau au moment où un événement inattendu se passe et qu'on est forcé de prendre une décision. Bitcoin vient de perdre de la valeur. Qu'est-ce que je fais? Concrètement, j'ai 3 choix. Acheter, vendre ou ne rien faire. Sauf que ces 3 choix, ils sont rarement objectifs, puisqu'il y a une palette de biais mentaux qui viennent entraver notre décision rationnelle. On a le premier biais qui est le biais de confirmation, c'est-à-dire le fait de chercher des éléments qui viennent confirmer nos croyances préexistantes et nos peurs. Ici, cette correction est synonyme d'une plus grosse baisse, voire d'un bear market. Et on va être beaucoup plus réceptif des informations ou des contenus qui vont dans notre direction. À notre cocktail, on peut rajouter une poignée de biais de récence. Le cerveau humain considère que les informations récentes ont plus de valeur et plus de poids que les informations un peu plus anciennes. Même si on a une année remplie de hausse, les 20% qu'on se mange, c'est sur ça qu'on va zoomer, et on a beaucoup de mal à prendre la situation dans son ensemble. On mélange notre cocktail, et pour rafraîchir le tout, on saupoudre de biais d'aversion à la perte. L'humain a plus peur de perdre que de gagner. Donc on voit plus le risque de perdre de l'argent que le potentiel de gain. Et forcément, c'est très difficile d'acheter un actif qui vient de baisser, car il faut projeter que dans le futur, la tendance va peut-être s'inverser, et qu'on va éviter de perdre de l'argent. On rajoute quelques glaçons, un petit peu de menthe, et pour relever notre cocktail, un soupçon de biais d'ancrage. On se fixe un prix de référence, soit le prix auquel on a acheté nos cryptos, soit un multiple de 10, et quand Bitcoin passe en dessous, on se met à stresser. Tout le monde parlait de la résistance des 60 000 $. On est passé en dessous, c'est terrible, bear market, pas bear market, qu'est-ce qui se passe? Et la touche finale, l'élément principal qui vient apporter tout le goût à notre petit cocktail, l'effet de herding, aussi appelé le biais du troupeau. Tout le monde a peur, et l'humain se fait extrêmement vite contaminer par 2 choses, la peur et la foule. Donc si la foule a peur, vous aurez peur. Et cet ensemble d'ingrédients, c'est ce qui constitue le squelette de l'inconfort. Et c'est globalement pour cette raison que beaucoup d'investisseurs se laissent balader par leurs émotions, vendent dans le rouge en stress et rachètent dans le vert. Du coup, comment on la surpasse, cette notion d'inconfort? Comment on devient un investisseur extrêmement rationnel? Eh bien déjà, en ayant conscience des biais qu'on rencontre. On les a identifiés, souvent vous en avez certains plus que d'autres, mais globalement, ce sont les 5 biais les plus durs à gérer. Maintenant qu'on a mis le doigt dessus, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, on doit les contrer. J'ai essayé de construire le plan qui permet de tous les éliminer un par un et de rationaliser un maximum nos agissements. Il y a 2 étapes. Déjà, j'insisterai jamais assez sur l'importance de se former correctement. Sauf que, quand je dis ça, les gens croient que c'est uniquement la tech qu'ils doivent comprendre. Parce que c'est bien vu, waouh, je comprends la tech, je connais la différence entre un Stark et un Snark, c'est génial. Mais là, je vous parle plutôt du côté investissement. Comprenez comment fonctionne un marché financier, d'où viennent les gains et comment tirer profit. Pour ça, je vous recommande 3 livres, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, Tout sur l'économie du créateur de la chaîne Eureka et Principles for Dealing with a Changing World de Ray Dalio. Et je rajouterai ma vidéo sur le bull run pour bien comprendre les structures des différents cycles. Avoir un socle de connaissances sur les marchés financiers et sur l'économie, ça va vous permettre de comprendre les événements face à vous et surtout de remettre en perspective la façon dont les choses évoluent. Ensuite, je vous fais chier avec ça depuis des mois, mais ayez un plan, pitié. Un plan, c'est pas très technique du tout. C'est 10 lignes sur un Word ou sur un cahier, avec globalement la façon dont vous voulez gérer votre cycle. Votre plan doit répondre à 3 questions. Comment je veux organiser ma rentrée sur le marché, comment je me positionne en fonction de mon profil d'investisseur et comment j'organise ma sortie. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Mais juste en ayant pris 10 minutes pour écrire ça, vous créez un cadre qui va vous permettre d'évoluer, de naviguer, non pas dans le vide, mais dans une fenêtre d'agissement possible. Exemple, vous n'avez pas de plan. Correction. Là, putain, fait chier, qu'est-ce que je fais? 3 choix. Acheter, vendre, rien faire. Vous nagez en plein milieu de l'océan et vous choisissez une étoile au pif. Même situation, mais vous avez pris 10 minutes il y a un mois pour écrire. Je veux racheter les corrections jusqu'à 2025, puis attendre la période entre mars et octobre pour commencer à vendre. Là, même situation. Correction. Est-ce qu'on est avant 2025? Oui. Donc vendre, on élimine. Est-ce que j'achète ou est-ce que je ne fais rien? J'ai dit que j'achetais, j'ai des liquidités de côté, je suis mon plan. J'achète. Ça paraît débile, mais c'est fou comme c'est puissant. Là, normalement, vous avez votre plan et vos connaissances, on arrive dans la situation de correction. C'est le moment de mettre en place un protocole d'urgence. En ce moment, je regarde la série Tchernobyl, qui est incroyable, d'ailleurs, je vous la conseille. Quand il y a un problème dans la centrale, normalement, il y a un protocole exact de ce qu'il faut faire. Les mecs, ils sont pas là à courir de manière aléatoire dans les couloirs. Bon, dans la série, si, mais du coup, la centrale explose. En investissement, ça devrait être la même chose. On est lundi, vous vous levez, vous allumez CoinMarketCap, tout a perdu 25%. Ok. C'est la merde, situation de crise. Qu'est-ce qu'on fait? L'un des pires réflexes que je pense on a tous, c'est d'ouvrir Twitter ou YouTube et de voir ce que les autres disent. Mais ça, c'est une énorme erreur. Première chose à avoir, on coupe le bruit.
on regarde les chartes, la gravité de la situation, on fait un état des lieux sans voir les dégâts sur notre portefeuille. On regarde juste code marqué cap. Ensuite, notre objectif principal et unique, c'est de répondre à une seule question. Cette question, c'est pas qu'est-ce que je fais? C'est pas est-ce que je dois vendre? Cette question, c'est est-ce que je dois racheter? En faisant ça, vous vous mettez dans une posture qui historiquement est rentable et vous vous demandez si, en fonction de votre plan et de la situation actuelle, vous devez racheter ou non. Donc, vous ressortez votre plan, vous regardez si on est dans une situation favorable, vous regardez si vous avez des liquidités de côté. Vous pouvez aussi voir ce qui a provoqué cette baisse, est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce que c'est macro, est-ce que c'est les cryptos, mais essayez de trouver des sources qui ont le moins d'émotions possible et qui sont factuelles. Donc ici, plutôt des médias, Journal du Coin, Bloomberg, Financial Times, etc. Vous devez tout faire pour répondre à la question et trouver une solution claire. Est-ce que je rachète? Oui ou non? Attention, toutes les corrections ne sont pas bonnes à racheter. Il faut que vous ayez des arguments solides pour le faire. Si vous répondez non à la question, ok, on fait rien, on bloque la décision, cette correction ne nous concerne plus. Si vous avez répondu oui, vous déterminez ensuite la meilleure façon d'acheter, les cryptos que vous sélectionnez, et vous mettez votre plan en place. Si possible, encore sans les réseaux. Et vous rachetez. Une fois que vous avez racheté, situation bloquée, on ne bouge plus, la correction ne nous concerne plus. En faisant ça, vous allez toujours être dans un inconfort, évidemment, parce que c'est jamais très agréable, mais vous n'allez pas le laisser sortir pour inonder tout votre cerveau. Vous allez être dans le contrôle. Aller sur les réseaux sans plan pour voir ce qu'on doit faire en pleine correction, c'est vraiment se noyer complètement dans l'inconfort et dans le flux d'émotions qui en déverse et qui va vous contrôler. C'est un peu le Venom de Spider-Man. Dès qu'il y en a un tout petit peu d'installé, c'est fini. En situation de crise, il faut un protocole clair, sinon vous cédez à la panique et à l'inconfort. Je suis persuadé que le niveau d'inconfort est proportionnel à la qualité d'un investissement et qu'on sous-estime cette notion. Parce que plus l'inconfort monte, plus les biais sont nombreux et sont puissants à casser. Donc moins il y a de gens qui vont racheter. Acheter Bitcoin quand il passe de 70 à 50, c'est inconfortable. Donc un bon investissement. Acheter Bitcoin quand il était à 20 000 et que tout le monde disait qu'on allait descendre à 3 000, c'était très très inconfortable. Donc un très bon investissement. Acheter le crash de 2008, c'était extrêmement inconfortable et donc un excellent investissement. Il y a ce lien permanent de corrélation et on peut même le voir à l'inverse. Acheter à l'ATH, c'est confortable, souvent dangereux. Acheter des actions IA en début d'année, du Nvidia ou du Intel, c'était confortable, danger. Si on arrive à proprement cultiver l'inconfort et à le voir comme une opportunité plutôt que comme un danger, on peut passer devant 99% des investisseurs qui vont remonter la rivière à l'envers. Attention, tous les investissements inconfortables ne sont pas des bons investissements, mais je suis persuadé que tous les bons investissements sont forcément très inconfortables. Ça pourrait être sympa de l'ajouter dans notre stratégie. Merci beaucoup.